Est-ce que le One gère tous ses combattants de la même manière? Alors attention, aujourd'hui, il va y avoir du sel. Aujourd'hui, je ne suis pas Coach Genki le gentil. Non, aujourd'hui, je suis Coach Genki l'aigri. Mais pas aigri gratuitement. Aigri parce que ça fait des années que je regarde ce qui se passe dans le One FC et certaines choses commencent à me sauter aux yeux. Déjà, quand on parle du One FC, il y a deux discours. Il y a ceux qui pensent que les combattants de taille sont favorisés et l'autre, au contraire, qui disent que le One FC ne respecte pas les tailles. Bon bah moi, je ne pense ni l'un ni l'autre. Par contre, il y a clairement des combattants protégés et d'autres sacrifiés. Et quand on regarde certains cas de près, il y a des récurrences qui deviennent difficiles à ignorer. Superlek. Il y a encore peu de temps, c'était la star invincible du One FC. Il battait tout le monde. Et puis lui arrive une première grosse défaite contre Nabil. Pas de problème, ça fait partie du sport. Mais que fait le One FC? Direct, ils lui mettent dans les pieds le cauchemar Yoki Yosa, le pro des calf kicks. Encore une défaite, Superlek commence à parler de problèmes de motivation. Que fait le One? Ils lui mettent Abdullah Dayakev. Pardon pour la prononciation, hein. Un Russe qui frappe comme un camion. Il perd encore. Normalement, qu'est-ce qu'on fait avec une star qui commence à accumuler des dégâts? On le protège? On le laisse souffler? On le laisse récupérer? Ben non! Le One, lui fait un rematch direct. Et cette fois-ci, son genou lâche en plein combat. Et en regardant Superlek, là, au sol, comme ça, je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé à créer cette vidéo il y a quelques mois déjà. Parce que Superlek n'est pas le premier sacrifié. Avant de commencer, il faut comprendre une chose essentielle. Le One n'est pas anti-taille, il est anti-Muay Thai traditionnel des anciens stadiums. Le Muay Thai traditionnel, hein, celui avec des gros gants, 5 rounds, comme au Lumpini ou au Raja ou au Channel 7. Donc ce Muay Thai traditionnel repose sur le contrôle du rythme, l'intelligence tactique, la lecture sur 5 rounds et la gestion du score, pas seulement les dégâts visibles. Le Muay Thai du One FC repose lui sur la violence immédiate, la pression constante, les dégâts visibles et photogéniques et la starification, le storytelling simple pour un public mondial. Ces deux logiques sont incompatibles. Les tailles élites du Muay Thai traditionnel gagnent souvent sans spectacle TV, même quand ils dominent clairement. Et ça va pas pour le One. Le problème, c'est pas les tailles, c'est le style Muay Thai traditionnel. Le One FC n'est pas un stadium, ce n'est pas le Lumpini. C'est une organisation de divertissement mondial. Et dans ce type d'organisation, les combattants ne sont pas seulement jugés sur leur niveau, leur intelligence du combat ou leur palmarès. Ils sont aussi jugés sur quelque chose de beaucoup plus simple. Leur valeur marketing. Certains combattants sont bankable, marketable. Tu regardes Agarty, le mec est à deux doigts de tourner une pub pour Coca-Cola. Et quand tu es dans cette catégorie, tu n'es plus juste un combattant, tu deviens un investissement. Et un investissement, on ne le casse pas n'importe comment. Maintenant, regardons l'autre côté. Les combattants issus du Muay Thai traditionnel. Pampayak, Sangmani, Gaonar, ces mecs-là sont typiquement du style traditionnel. Le timing, la gestion du rythme, la lecture du combat, bref, du grand fight IQ. Mais le problème, c'est que ce style est très difficile à vendre à la télévision mondiale. Parce que le public international, il veut de la guerre, du chaos et des chaos, évidemment. Et quand un combattant trop intelligent arrive dans ce système, il devient presque incompatible. Regardez le cas de Sangmani, un des techniciens les plus brillants de sa génération. Et pourtant, après 2 chaos lourds, sa carrière dans l'organisation One FC est finito. Et là, tu dis, ouais, bon, bah, pas de chance, ça peut arriver. Mais quand tu regardes comment d'autres combattants sont traités, tu te rends compte que la tolérance n'est pas la même. Prenons par exemple Liam Harrison, Jonathan Agarty, Nico Carillo. Soyons honnêtes, bon alors déjà, ils sont très très forts, on ne peut pas leur enlever ça, d'accord? Je ne suis pas un hater. Ils prennent des adversaires dangereux, oui, mais jamais d'enchaînement d'adversaires destructeurs. Jamais de style cauchemardesque à la suite. Il y a toujours une histoire autour d'eux. Pourquoi? Car ce sont des actifs marketing, pas juste des combattants. Déjà, ces mecs parlent anglais, donc compréhensible pour le public mondial. Contrairement aux Thaïs, ils n'ont pas peur de faire le show, tout simplement de se vendre. Bref, t'as compris, ils sont faciles à vendre au public. Et attention, encore une fois, je dis pas qu'ils sont pas bons, non, ils sont très 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 forts. Mais la gestion de leur carrière dans l'organisation est très différente. Quand ils perdent, ils ont du repos, on leur offre un combat facile de rebond, et on leur fait toute une histoire par rapport à leur retour. Tu veux une preuve? Nico Carillo, qui a eu un chemin pour le titre plus ou moins facilité. Regarde, déjà, dès son arrivée, on lui offre le taille le plus petit de la catégorie, Muang Thai. Muang Thai qui est un gars qui combattait à 61 kg. Là, il se retrouve à affronter un Nico Carillo à 66 kg à la pesée, qui était probablement à 75 kg sur le ring. Donc pas de surprise, victoire par KO pour Nico. Après ça, on lui offre Nongo,
Nongo qui avait à peine récupéré de son KO précédent face à Agerty, quelques mois plus tôt. Là encore, victoire par KO, même s'il est reparti en boitant. Puis on lui propose un Samoa Page qui était déjà en train d'accumuler les défaites par KO. Et ben voilà, une défaite de plus par KO. Et alors enfin, le One lui met son premier gros test, Nabil. Et là, Cario se fait détruire en seulement un round. Et c'est là que ça devient intéressant. Là où normalement le One fait un rematch immédiat ou le met direct contre un gros puncher, et ben là non. Là, lui permet de souffler contre un vieux Sitthichai en fin de carrière. D'ailleurs, au passage, Sitthichai qui a fait une énorme carrière en kickboxing, là on le force à combattre avec des petits gants du One FC. On favorise qui là? Sitthichai ou Cario à ton avis? Puis on le met contre Luke Lessay, l'américain. Oui, il est bon, mais il est pas si dangereux, il manque cruellement de puissance. Et voilà, direct après ça, title match contre Shadow. Bon alors si tu connais la chaîne, tu sais que j'adore Shadow, j'étais clairement pour lui, mais face à un gros gabarit comme Cario, on savait que ça allait être difficile. Cario se retrouve champion. Et normalement, qu'est-ce qui se passe dès qu'un mec devient champion en Muay Thai? Le One en général les pousse à faire un match en kickboxing, comme Tawanchai, comme Superlek, et même Nabil. Mais là, pourquoi est-ce qu'on lui a pas mis des Bourbier? Pourquoi est-ce qu'on lui a pas mis des Super Bons, des Vienno, des Noiri, des Joe Nataout, des Sassiarani, des Abdullah Dayakaev, pardon pour la prononciation, des Assadoullah? Non, on lui a laissé la place tranquille. Et là, tu vas me dire, oui, non, mais écoute, t'as pris un exemple qui t'arrange. Ok, en voilà un autre, Liam Harrison. Il arrive au One, il se fait détruire par Petch Morakot. Il n'y a pas de honte, Petch est un tueur à gages. En dehors de Danny Rodriguez, personne ne peut le battre. Ensuite, on propose à Liam Morrison Roadleg. Il se prend une fessée monumentale. Il est déjà pour l'instant à 2 combats de défaite. Du coup, le One baisse le niveau et lui propose un combat facile contre un mec inconnu. Maintenant qu'il a un peu repris la confiance, on le met contre Muay Thai. Alors oui, gros nom, mais c'était son tout premier combat après 2 ans d'inactivité liée au Covid, pendant lequel il vendait des fruits et légumes au marché. Alors superbe combat quand même, on peut pas enlever ça à Liam Harrison. Il se prend un gros down, il fait un comeback, il le met KO, c'était propre. 3 combats, 2 défaites, 1 victoire. C'est pas non plus un palmarès incroyable. Et ben, après ce combat, le One lui propose direct un title match, un combat pour le titre contre Nongo. T'imagines le mec qui a seulement 3 combats, il en a perdu 2, il dit bah voilà, tu vas affronter maintenant la superstar pour le titre. Et bien là encore, le low kicker s'est fait low kicker, salement low kicker au passage, d'ailleurs il a dû faire une réhabilitation et des opérations sur son genou. Mais c'est là que ça devient intéressant. Et là, à son retour, qu'est-ce qui se passe? Le One a fait un truc qu'ils ne font habituellement jamais. Il le laisse carrément choisir. Bah dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais combattre maintenant? Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on a la scène, ça s'est passé exactement comme ça, regarde. Il choisit le mec le plus vieux de la catégorie, qui est en plus sur une pente descendante, et qui en plus accumule beaucoup de dommages à chacun de ses combats. Sexan. Surprise, Sexan explose quand même. Et ben voilà, finito. C'était la fin de carrière d'un Liam Harrison qui a fini par dire no mas. Alors oui, c'est un combattant excitant qui va au combat. Ça j'aime. C'est pas lui que je suis en train de critiquer. C'est la gestion des combats imposée par le One FC. Tu vois bien que le One a géré sa carrière différemment d'un Nongo. Ils l'ont laissé se reposer, adapter le niveau et très rapidement lui offrir un combat pour la ceinture. Pourquoi ? Parce que ces mecs-là, comme Cario, comme Liam Harrison, ce sont des actifs marketing. Une star, on la protège, on lui donne du temps, on reconstruit son histoire. Pendant que certains tailles, eux, se font envoyer au casse-pipe. Les matchmaking qui posent question. Commençons par prendre le cas Nong-Oh, véritable légende du Muay Thai, champion dominant. Et pourtant, dès sa première défaite par KO, il se retrouve soudain à devoir affronter l'un après l'autre les plus gros punchers du circuit. Et pas juste des punchers, des mecs chargés de bonne volonté, chargés comme un missile, chargés comme une mule. Voilà, des mecs Géchard. Encore, et encore, et encore. À un moment, tu te dis, le problème, c'est que là, il fallait s'arrêter. Mais dans une organisation comme le One, une légende peut aussi devenir le test ultime pour créer la nouvelle star. Nongo est respecté mondialement. Il a l'image du mec super fort, même si c'est plus vrai depuis un certain moment. Et ça me fait mal, parce que moi, j'adore Nongo. Mais donc, à chaque KO contre lui, égale légitimation d'un nouveau striker. En gros,
Tant qu'il gagne, parfait, le One se frotte les mains. Et quand il perd, parfait, une nouvelle légende est créée, le One se frotte encore les mains. C'est du business froid de la part du One, pas de la protection sportive. Maintenant, prenons le cas Pompaillac. Là, c'est indéfendable sportivement. Pompaillac, à son prime, c'est une intelligence supérieure, du timing, du contrôle, une prise de risque modérée et au passage, le seul mec qui pouvait rivaliser avec Superlek. Exactement le profil le moins compatible avec le One FC. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'un mec comme ça? On le bloque. Pourquoi? Parce que déjà, il est trop fort pour perdre, mais il est trop intelligent pour faire des guerres, pour partir à la bagarre, c'est pas son style. Résultat, le One l'a bloqué au placard. Comme tous les combattants, Pompaillac a un contrat exclusif avec le One. Sauf que le One ne lui a plus donné aucun combat, zéro, pendant plus de 2 ans. Et 2 ans, pour un athlète à son top, c'est pas du gâchis, c'est du sabotage. Donc plus de combats, plus de salaire. Et légalement, il n'avait même pas le droit d'aller combattre ailleurs. Le mec était foutu. Donc tu vois, ça, à mon avis, c'est un signal très clair envoyé par le One à tous les tailles avec un style traditionnel. Et une fois débloqué, ils l'ont direct envoyé au casse-pipe. Bye bye l'artiste, ciao mon pote. Et ce schéma revient souvent. Des tailles élites qui arrivent tout droit des stadiums traditionnels, pas de combat de préparation, on envoie direct contre un monstre physique parfois chargé, défaite violente, on recommence jusqu'à ce que le combattant soit totalement usé. Pas de reconstruction, pas de matchmaking progressif, pas de deuxième chance. Alors que comme on l'a vu, d'autres ont des défaites absorbées, des combats de rebond, alors peut-être pas des combats ultra faciles, mais en tout cas moins dangereux. On leur balance pas des mecs chargés les uns après les autres. C'est pas du hasard, c'est un système. Le cas Rotang. Évidemment, il y a l'exception. Rotang ne représente pas le Muay Thai traditionnel, il représente le style du One. Pression, guerre, l'image de la bête assoiffée de combat, même si en vérité c'est juste un mec tranquille qui surjoue cette image. Oui, il est taille de passeport, mais idéologiquement, il est aligné avec le One. D'ailleurs, à l'époque des stadiums traditionnels, il était bon, mais il était loin de l'élite. Tu l'as compris, Rotang, c'est le Muay Thai Netflix. Pression, violence, charisme, spectacle. Et pour une organisation mondiale, c'est parfait. Bien que, même pour lui, on l'a vu récemment, personne n'est à l'abri. Rotang se retrouve tout de même dans les disputes juridiques et financières avec le One. Alors que c'est censé être leur tête d'affiche quand même. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas réglé ça en privé? On se le demande. La nouvelle ère. Aujourd'hui, une partie de la promotion du combat ne se fait même plus dans le ring. Elle se fait sur les réseaux sociaux. On est en train de vivre un tournant dans le sport, un tournant historique. Sauf que ça va pas dans le bon sens. T'as une nouvelle génération de combattants qui arrive avec une logique différente. Prenez un jeune homme comme Johan Ghazali, dit Jojo pour les intimes. Eh bien lui, il est très actif, très présent, enfin sur les réseaux sociaux. On parle quand même de 700 000 abonnés sur Instagram. Parce que sur le ring, on est loin de l'élite. Et parfois tu regardes certains combats et tu te dis, le gars là, il punch pas comme une abeille. Il punch comme un mec bourré à 3 h du matin. Mais ça fait des highlights, et les highlights, ça fait vendre. Lui, t'as l'impression que sa carrière se joue autant sur les rings que sur Instagram. Et attention, je dis pas que c'est mal, c'est le monde d'aujourd'hui après tout. Mais ça change complètement les règles. Avant, tu gagnais des combats, tu montais. Aujourd'hui, tu fais du bruit, tu montes. Les combattants maintenant se font la guerre par story Instagram. Provocation, trash talk, et parfois ça marche. Mais parfois ça masque aussi un truc très simple. Le manque de Fight IQ qui lui ne passe pas en story. Alors non, pour revenir à la question de départ, le One ne déteste pas les tailles, mais il ne les valorise pas non plus. Je pense tout simplement que le One sélectionne un type de combattant bien précis. Ceux qui vendent, ceux qui choquent, ceux qui font des highlights. Et tant que tu corresponds à ce modèle, tant que tu fais vendre, et ça même si tu perds, on va te construire. Mais le jour où la machine commence à s'enrayer, là, le traitement peut changer très vite. Quand j'avais commencé à écrire cette vidéo, je pensais à Nongo, Pompaillac, Sangmani, mais aujourd'hui, je peux ajouter des noms auxquels je n'aurais jamais pensé mettre dans cette liste. Superlek et probablement bien aussi Rotang. Et ça change beaucoup de choses. Parce que ces mecs-là, c'était pas des combattants lambda au One. C'était des symboles de l'organisation. Des combattants que le One a mis en avant, construit et transformé en star internationale. Et c'est peut-être ça finalement qui me dérange le plus. Parce que si même un Superlek ou un Rotang, après tout ce qu'ils ont apporté à cette organisation, peut passer du statut de poster boy à celui du mec qu'on envoie au casse-pipe, alors peut-être que dès le début, on se pose la mauvaise question. Le problème, c'est pas de savoir si le One aime ou déteste les tailles, non. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il reste du combattant quand il n'est plus utile au spectacle. Parce qu'au final, au One, certains combattants sont construits, pendant que d'autres sont consommés. Et maintenant, on sait que parfois, le même combattant peut être les deux.
Enfin voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? Je dis des conneries ou bien? Et si t'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, eh ben tant mieux, parfait, cette vidéo est faite pour ça. On en parle en commentaire, bien que des arguments, hein. Fais-nous pas le classique, oui mais personne n'a forcé à combattre. Bon et sur ce, il est l'heure, moi je file à l'entraînement, ciao. 要認打啊企定，出嚟啊！嗱，我生平最睇唔起啲唔誠實嘅人啊！坐嚟，大褲超嗰個白咁沙塵，出嚟！喂，我唔係嗌你啊，伯，我嗌下邊個啊？忍你好耐噶啦，出嚟啊！啊，得啦，叻啦！